Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour un nouveau live ce soir. On va parler enquête on-chain avec une personne qui est extrêmement qualifiée pour nous présenter cette partie-là ce soir, il s'agit de Thomas, plus connu sous le pseudo CryptoSlow sur Twitter notamment. Donc je vais le laisser se présenter tout de suite. Il va nous expliquer ce qu'il fait, les tenants et les aboutissants de l'enquête de la track on-chain. Et puis voilà, il nous parlera un petit peu de ses faits d'armes, puisque je crois que tu commences à avoir retracé un sacré montant. Donc voilà, tu vas pouvoir nous en dire plus tout de suite. Je te laisse la parole pour te présenter. Eh ben, bonsoir à tous. Salut Nathan et merci pour l'invitation sur BBS. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Thomas, je suis ingénieur développement web de formation. Je suis dans la crypto depuis 2021. J'ai d'abord commencé par de l'analyse technique et ensuite j'ai très vite basculé sur d'abord la due diligence de projets crypto avec une société qui a pas marché, mais surtout un compte Twitter qui est monté grâce au fait de dénoncer les projets un peu scam ou un peu shady de l'écosystème. Je suis connu sur Twitter sous le nom CryptoSlow. Le compte Twitter, lui, a été lancé. Non, j'ai commencé la crypto en janvier 2020, pardon, et le compte Twitter a été lancé en décembre 2020. Ou ouais, 21, je crois, je sais plus. Bref. Comment je me suis lancé là-dedans? Donc, comme je disais, d'abord la due diligence, et en fait très vite via cette due diligence-là, donc j'ai fait pas mal d'enquêtes différentes qui m'ont fait monter, hein, notamment Plush. Si certains en ont entendu parler via Kev Adams, qu'on avait fait la pub d'un projet NFT sur le cinéma. Donc là, j'ai participé à l'enquête avec Mediapart sur le sujet. J'ai aussi bossé pour M6, l'émission Arnaque de Julien Courbet, qui était sortie en avril 2022, il me semble, l'émission. Donc là, sur une enquête d'un particulier qui avait été victime d'une arnaque à l'amour en crypto. Donc c'est maintenant ce que je fais à temps plein. Et derrière, il y a eu quelques enquêtes de projets NFT qui sont pas allés au bout, savoir où sont les fonds et tout ça. Donc naturellement, en fait, ce truc d'enquête et de due diligence s'est orienté uniquement vers le traçage des fonds et donc le traçage des fonds via la blockchain sur la trace on-chain en fait. Donc c'est quoi la trace on-chain? Globalement, c'est voir les transactions et analyser les transactions qu'on voit en partant d'une adresse ou d'un contrat ou d'un protocole, puisque vous n'êtes pas normalement sans savoir que sur la blockchain tout est traçable. De façon pseudonyme, certes. Donc il y a une partie sur des enquêtes, on va dire un peu plus axée arnaque, il y a une partie OSINT qui doit être faite, en général par les forces de l'ordre. Il y a quelques personnes qui le font de façon privée, mais en tout cas c'est interdit en tout cas de le mettre en public derrière. Donc il faut forcément derrière que ça passe par les forces de l'ordre. Mais on y reviendra tout à l'heure là-dessus. Faut savoir que l'analyse on-chain, il y a plusieurs domaines d'utilisation. Il y en a deux principaux, notamment le trading. Il y a beaucoup de gens qui utilisent Horizon Chain pour faire du trading, notamment sur Bitcoin, et il y a un très bon compte qui le fait sur Twitter qui est ProfChain, que vous devez connaître, je pense, si vous traînez un peu sur Twitter. Il est très très fort dans son domaine. Et c'est vrai qu'il montre à beaucoup de gens que l'analyse on-chain peut être utilisée en fonction du nombre de ventes, du nombre d'achats, mais sans passer par les order books. C'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui, on va parler sur l'autre pan de l'analyse on-chain qui est donc, je le mettrai dans les mêmes sacs, la due diligence et le tracking on-chain post-arnaque. Pourquoi je les mets dans le même sac? Parce que c'est globalement lié aux arnaques et donc permettre soit de prévenir les arnaques, soit potentiellement d'y remédier si le mal est déjà fait. Euh, donc une fois que je me suis mis dans l'analyse on-chain, j'ai aussi bossé pendant un an, un peu plus d'un an et 2 mois pour Bubble Maps, que peut-être vous connaissez, qui est partenaire aussi de la BBS, si je ne m'abuse. J'étais responsable des investigations, enfin de l'équipe d'investigation, l'équipe d'enquêteurs. Et donc on a sorti pas mal d'enquêtes sur la dernière année. Les enquêtes Bubble Maps, c'était pas mal moi qui les faisais. Alors sous quelle forme? J'utilisais l'outil, je faisais un premier draft, et derrière c'est Bubble Maps eux-mêmes qui utilisaient, enfin qui refaisaient le draft en question pour la publier sur Twitter, avoir un petit peu cette patte qu'ils ont d'écriture. Tac, j'essaie de la sortir, parce que je vais vous montrer tout à l'heure un peu ce que ça va donner.
Derrière, j'ai quitté Bubble Maps il y a maintenant 4 mois pour lancer mes offres personnelles d'aide aux particuliers. Et on y reviendra aussi tout à l'heure, je vous montrerai un peu ce que ça peut donner. Mais globalement, c'est aider les particuliers victimes d'arnaques, notamment hack, siphonnage, plus, à avoir un rapport d'analyse des transactions pour pouvoir aller voir les forces de l'ordre. Le but étant d'être pris au sérieux déjà en allant déposer la plainte et que ces forces de l'ordre aient directement une conclusion si ça arrive sur des plateformes d'échange, notamment Binance, KuCoin, tout ce qui est centralisé et qui demande un KYC. C'est vrai qu'en analyse on-chain en général, on a un peu de mal quand ça arrive sur les échanges centralisés parce que ça devient des boîtes noires, donc on peut plus réellement tracer derrière. Sauf que comme on le verra tout à l'heure, sur ces cas-là, on espère que ça arrive là parce qu'il y a un KYC derrière et que donc les forces de l'ordre pourront demander à l'exchange qui est derrière, voire directement à rembourser pour certains cas. On va passer, je vais vous présenter pas mal d'outils pendant cette petite, il nous reste pendant ces petites 45 minutes qui restent. Je vais commencer par Bubble Maps, je vais le faire un peu par ordre chronologique de comment j'ai travaillé. Donc si vous ne connaissez pas Bubble Maps, alors je vais partager mon écran maintenant. Ça va être celle-ci. Hop. Normalement c'est bon, vous devriez le voir là. Ouais, impeccable. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est Bubble Maps? Bubble Maps, c'est un outil qui se base sur les données on-chain, qui permet de visualiser les différents portefeuilles d'un token, les différents portefeuilles qui détiennent un token en question. C'est-à-dire que vous allez mettre dans la barre de recherche soit l'adresse du contrat, soit le ticker du token que vous recherchez. J'ai pris le Daddy que vous connaissez peut-être parce que c'est un exemple qui est très parlant sur est-ce qu'on investit dans un projet ou pas. Et en fait, cet outil vous permet de voir par chaque bulle les holders d'un projet. Donc là, si je ne m'abuse, si on change rien, c'est les 500 peut-être premiers holders que j'ai mis. Non, 250 premiers holders. On peut en rentrer plus ou moins. Ce qui est le plus intéressant surtout, c'est que ces bulles vont être connectées s'il y a eu un transfert entre les deux adresses en question. Par exemple, on voit ici, et ah oui, quand même, le truc principal, c'est que la bulle est plus ou moins grosse selon le pourcentage de supply total que détient le portefeuille. Ici, on est sur le Daddy, donc je l'ai mis à la date de lancement du token, donc qui était il y a presque un an maintenant, qui était le 9 juin 2024. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, même si je pense que vous le connaissez, globalement, c'est un meme coin lancé par un mec qu'on ne connaissait absolument pas et qui a été repris par Andrew Tate du côté marketing. Il en a énormément parlé. Il est monté jusqu'à 600 ou 700 millions de market cap, je crois. Et en fait, quand on a vu ça, bon, bah, je pense qu'on connaît un peu tous la réputation d'Andrew Tate. Nous, on est directement allé voir sur l'outil ce que ça donnait. Donc ça, c'est au moment du lancement, on voit que effectivement, il y a 40% de la supply totale qui a été envoyée à Andrew Tate ici. Donc ça, il l'a tweeté, c'était transparent, on va dire. Il a tweeté son wallet et tout ça. Et en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a quand même, enfin ce qu'on voit mais qui n'est pas dit, c'est qu'il y a quand même des gros clusters ici. Donc un cluster, c'est un regroupement de portefeuilles qui sont connectés entre eux et donc fatalement qui se connaissent. C'est-à-dire que, à part s'il y a un protocole en plein milieu et qu'il y a 500 wallets de connectés dessus, généralement deux portefeuilles comme ça qui se sont fait un envoi, il y a quand même de fortes chances que ce soit la même entité, soit la même personne, soit au moins des gens qui se connaissent. Et en fait, ici, on peut voir qu'il y a un cluster qui détient 18% de la supply. Alors, normalement, je vous apprends rien non plus en vous disant que sur un même coin ou même sur un token lambda, hein, 18%, si c'est la même personne qui les détient, c'est largement assez pour vider entièrement la liquidité et donc faire crasher complètement le prix du token en question. Et on s'est dit que le mec inconnu qui a lancé ça, il y a 18% qui sont pas déclarés. En plus, enfin pas déclarés dans le marketing ni rien. En plus, on voit que globalement, ça essaye un peu de dispatcher un peu partout la différente supply. Il y a sur Bubble Maps quelque chose qui vous permet d'afficher les wallets qui ne détiennent pas de supply, mais qui ont servi à connecter deux wallets qui, eux, en détiennent. Par exemple, si celui-là et celui-là étaient connectés, ici, s'il y a un wallet qui n'a pas de supply, effectivement, il n'est pas dans le top 250 holders, donc on ne le voit pas. Mais potentiellement, ils se connaissent quand même. Et en fait, on a remarqué que si on clique sur cet outil ici, eh ben, c'est plus 18% qu'on a sur ce cluster-là, c'est bien plus. Voilà, donc là, on a un wallet central, ici, qui derrière a redistribué à d'autres wallets qui, eux, sont vides aussi, et on arrive sur
regrouper des bulles qui n'étaient pas dans le même cluster avant. Et là, en fait, on est à 43% de la supply totale. Ce qui veut dire qu'avec Andrew Tate, ils détenaient à eux deux 83% de la supply totale du projet. Autant vous dire que quand le truc est monté et qu'il a fait moins 30% à partir du moment où on a commencé à parler dessus, que les différents acteurs ici ont commencé à vendre, à disperser les tokens, ça pue. Généralement, si vous voyez ce genre de truc sur ce genre de cluster et ce genre de répartition sur un projet, je vous conseille d'aller voir loin ou de poser des questions au projet, par exemple sur le Telegram. Si vous posez des questions qui les gênent, ils vont vous bannir et là au moins vous avez votre réponse concernant la bonne teneur du projet ou non. Là, on est sur vraiment de la due diligence. Au-delà du fait de faire des enquêtes pour Bubble Maps et de montrer la puissance de l'outil via leur Twitter, moi je l'utilise aussi régulièrement avant d'investir quand je vois un projet un peu risqué ou même par curiosité voir la, la, la carte de détention en fait d'un projet lambda. Si on regarde, il y en a d'autres, hein, par exemple, il y en a un qui est intéressant, c'est le SHIB. Ils avaient fait aussi une enquête dessus. Le SHIB, c'est très intéressant dans le sens où, est-ce que ça marche si je le mets? Voilà. On a ce cluster-là qui apparaît en mettant ce qu'on appelle les Magic Nodes, donc ces fameux wallets qui ne sont plus là. Si vous voyez, là, on voit de prime abord qu'il n'y a aucun lien entre ces différents portefeuilles. Bon, on voit après, si vous commencez à utiliser Bubble Maps, petit tips, quand il y a des wallets, quand il y a une centaine de wallets qui détiennent exactement la même supply, il y a de fortes chances qu'ils soient connectés pareil et que ce soit la même personne. Mais là, en fait, on s'est rendu compte que ce cluster-là, donc qui détient en fait 9% de SHIB, je vous épargne combien ça fait en dollars, mais c'est énorme. Voilà, là, il y a 63 millions actuellement, c'était bien plus encore avant. 9% sur un token comme ça, c'est pareil, c'est énorme. Et en fait, ça, c'est le fondateur de SHIB. Je vous laisserai aller voir l'enquête sur le Twitter de Bulma si vous voulez. On sait que c'est le fondateur parce qu'il y a eu en fait les adresses principales qui en fait ont reçu les tokens sans les payer au lancement du token. Et donc ça nous permet de faire ça. Donc ça permet aussi de voir quelques petites choses comme ça, là, des gens qui essayent de cacher un peu les fonds. De cette façon-là, c'est un peu idiot parce que globalement, c'est linéaire. Même sans Bubble Maps, il suffirait d'aller sur un Explorer et de le regarder. Mais globalement, ça vous permet, Bubble Maps, de vérifier sur un projet si la supply est correctement distribuée et donc potentiellement de faire vous-même votre décision de est-ce que je rentre dans le projet ou pas. Ça vous permet aussi potentiellement de, si vous êtes déjà dans le projet, de voir où sont partis les fonds. Vous prenez un top trader sur Dex Screener du projet sur lequel vous êtes, vous le rentrez dans Bubble Maps et vous le voyez s'il est connecté à d'autres entités déjà présentes ou pas. Ça vous permet de voir que quelqu'un une adresse qui supposément a tout vendu détient peut-être encore 2 ou 3% de la supply derrière. Quelques fonctionnalités, vous pouvez remonter dans le temps en fonction du prix. Si vous voulez voir SHIB à son top par exemple, vous avez juste à cliquer ici et vous aurez la map en question. Voilà, globalement sur Bellum, c'est à peu près tout ce qu'il y a à voir. C'est assez simple d'utilisation et il n'y a pas grand-chose à dire. Euh, voilà, donc je sais que BBS est partenaire de Bubble Maps et puis ça leur fera plaisir de voir qu'on en parle. Derrière, sur quoi je peux passer? Peut-être du coup le tracking vraiment on-chain cette fois, donc qui est moins visuel, qui est un peu plus lourd à faire, et qui là marche plus sur globalement le post-arnaque. Euh, donc la track on-chain. J'ai ici un explorateur sur Solana d'un wallet que j'ai utilisé sur le dernier live que j'ai fait en question. Donc on avait setup un wallet en fait qui reçoit des Solana, qui derrière achète un token, l'envoie sur une autre adresse, le revend et tout ça. Et vous allez voir que c'est très parlant de ce qu'on peut trouver avec juste une adresse. Alors comme je disais tout à l'heure, une adresse c'est pseudonyme. Tant qu'on ne sait pas qui est derrière, effectivement vous êtes à peu près anonyme sur la blockchain. Par contre, si on sait qui y a derrière, moi je peux vous dire déjà quelque chose, j'utilise énormément l'adresse fondatrice d'une adresse. C'est-à-dire, quand une adresse est créée, il y a zéro fond dessus, il faut bien l'alimenter pour pouvoir commencer à l'utiliser. Un truc qui fait qu'on pourrait pas le retracer, c'est l'alimenter via un sexe. Donc une plateforme centralisée. Là, c'est directement le hot wallet de la plateforme centralisée en question qui va l'alimenter. À part dire que c'est venu de Binance, par exemple, ou de KuCoin, on pourra pas dire grand-chose. Cependant, si c'est une adresse, comme ici, une autre adresse privée qui n'est pas
une adresse de hot wallet, bah, globalement, je peux très bien cliquer sur cette adresse-là et voir tout de suite ce que ce portefeuille-là a fait avant de créer cette nouvelle adresse. Par exemple, ici, cette adresse fondatrice, on voit, en plus le Solscan est assez bien fait, on voit c'est quelqu'un qui a créé un token via PumpFun. Donc, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a créé comme token? Est-ce que c'était legit? Est-ce que c'était un rug? Est-ce que c'était un test de l'application? Là, ce que je vous disais, donc je peux juste savoir que ça a été fondé via Binance, mais là, il n'y a pas d'autre adresse derrière pour aller, donc on va dire qu'on est resté bloqué sur cette adresse-là. Et derrière, on voit qu'il y a quelques tokens ici, donc ça, c'est les tokens PumpFun en question. Et via ces adresses-là, donc ça c'est pour aller voir qui a fondé l'adresse. On peut aussi voir donc tac tac tac, c'est qu'il a envoyé les sols ici et ici. Donc on peut voir qu'il a envoyé des sols vers cette adresse-là, qu'il a acheté du i16Z via Radium avec ce wallet actuel pour l'équivalent de 0,14 sol. Donc là on voit que pareil que vous voyez que c'est la même transaction ici. Le hash de transaction est le même. Donc ça veut dire que tout ça, c'est l'achat des i66Z, pardon. Donc cette adresse-là, je sais pas ce que c'est sur le moment, mais ça a l'air d'être une adresse privée qui reçoit 0,14 sol. C'est le même montant que l'achat des i16Z. J'imagine que ça doit être une pool de liquidité ou quelque chose. Et derrière, on voit ici qu'il les a revendus pour 0,14 sol encore, et que derrière, il a envoyé 0,25 sol, donc tout ce qui lui restait sur cette adresse-ci, qu'on ira voir aussi. On va laisser l'adresse sur laquelle il l'a fondé de côté pour le moment, et on va aller voir ça. Donc ici, on voit qu'il y a un seul transfert, c'est les 14 sols. C'est une adresse on curve, donc ça c'est l'utilisation en fait d'un bot pour acheter sur Radium. Donc ça doit être, il avait fait sur Radium ici. Il a dû utiliser, si on va voir par exemple le détail des transactions, on voit qu'il a utilisé le DEX de OKX. Donc ça doit être globalement, donc là on pourrait rentrer dans les détails, mais globalement les adresses on curve, ce sont des adresses qui sont généralement créées sur le moment pour la transaction en question. Et qui permettent à ces DEX-là d'interagir avec des pools de liquidité, notamment ici i16Z. Et d'ailleurs, on voit que la pool de liquidité a utilisé les sols pour acheter du SPX et a vendu les SPX contre du i16Z, ce qu'on ne voit pas à la base ici. Mais là, on rentre dans du détail. Derrière, on voit que les sols qu'il a fait après avoir revendu sa i16Z, il les a envoyés sur cette adresse-là. Donc on voit que c'est aussi une nouvelle adresse qui n'existait pas. Elle a bien été fondée par l'adresse qu'on avait au départ ici. Et qu'est-ce qu'elle a fait, elle, de ces fonds-là? Eh bien, ils sont toujours dessus. Donc c'est encore quelque chose d'on-curve. Et si je me rappelle bien, il m'avait dit que globalement, c'est une autre adresse aussi sur OKXDEX, où il a renvoyé ses 25 sols pour les utiliser après. Il faut savoir que c'est le fondateur de là où je faisais le live qui a fait ce portefeuille pour qu'on puisse expliquer un peu à tout le monde ce qui se passe. Ça, c'est globalement le tracking on-chain. Alors là, c'est un cas très simple hein, sur du tracking que je faisais par exemple pour Bubble Maps pour savoir combien les gens ont vendu ou que je fais pour les victimes de siphonnage et tout. On est sur des choses en général bien plus compliquées. Je peux vous montrer par exemple. Alors on va aller là. Je vais refaire un nouveau traceur. Je vais vous montrer à quel point. Alors par contre, ça veut pas dégager. Tu sais comment on enlève le truc sur Zoom, là, le truc en haut qui me dit que je partage mon écran? Ah, c'est bon. Donc là, je vais faire un nouveau traceur. Donc c'est Arkham, je pense que vous connaissez, mais c'est un outil qui est sorti, je crois, il y a quoi? Il y a 2 ans, 3 ans peut-être maintenant? Qui est l'outil, premier outil on-chain vraiment complet. Ils n'ont pas toutes les blockchains encore, mais ils ont la plupart des EVM ainsi que Bitcoin et Solana. Et donc, ce qu'on va faire, pour vous montrer un peu la puissance de l'outil et à quel point c'est facile de vous retracer via une adresse qu'on connaît de vous, c'est qu'on va ajouter cette adresse-là dans un traceur, ici. Voilà, donc là, on a notre adresse ici, que on a trouvé, je sais pas, on se dit que c'est un holder d'un gros projet, par exemple i16Z, on ne sait pas pourquoi cette personne l'a acheté. Hop, on arrive sur donc les inflows et les outflows. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que on retrouve bien notre adresse en entrant, donc l'adresse qui a fondé le projet, le portefeuille, pardon.
projet n'importe quoi. Et les outflows. Donc on a bien les 25 dollars qui partent vers la pool de liquidité qu'on avait ici. Les 25 dollars qui partent vers Orca, donc via, j'imagine, la 16Z le moment où il vend, si ça veut bien. Et les 43 dollars, donc les 0,25 sol après, qui vont sur la pool restante. Donc là, on a bien les 25 dollars des 16Z ici qui vont vers Orca. Ici, on a bien les 0,25 sol qu'on a vu tout à l'heure. Ils ont de plus en plus de mal, Arkham. Je sais pas si c'est le nombre d'utilisateurs ou leurs bases de données qui sont longues. Alors, on a bien les 25 sols. Mais ce qui est intéressant via là, c'est qu'on peut, via l'adresse fondatrice ici, voir ce que lui a fait bien avant. Et c'est là qu'on va être intéressé, par exemple, si c'est un arnaqueur ou si c'est quelqu'un qui nous a volé des fonds ou autre. Et ben, on peut voir par exemple que cette adresse-là a interagi avec un deposit BitGet, avec un deposit Binance, avec. Alors, deposit, c'est tout. Peut-être qu'il y a donc Binance Jupiter. On voit qu'il y a eu pas mal de Jupiter. Bon, là, on voit qu'il c'est. Il y a son truc sur Solana. Donc, on va éviter d'y aller. Mais on peut voir aussi il a interagi avec des adresses qu'on n'avait jamais vues avant. Et on voit que c'est quand même nettement plus simple que d'aller ici et d'aller chercher dans les transferts toutes les différentes adresses. Vous voyez quand même qu'il y a 45 pages. Alors, on pourrait faire des filtres ici hein, pour trouver que les adresses qu'on veut ou virer les tout petits, euh, les tout petits montants comme ça qui sont du scam de l'adresse poisoning. Si toi tu veux bien me laisser retourner sur Arkham, voilà. On peut voir ici que il a utilisé, il a envoyé environ 1900 dollars sur cette adresse-là qu'on ne connaissait pas, 157 dollars sur celle-ci. Il a utilisé le protocole ZeroFi, le protocole Stable, l'Infinity, PumpFun, ça on l'avait vu aussi, qu'il avait créé des tokens sur PumpFun. Et via ces adresses-là, eh ben, on peut refaire la même démarche. Donc là, on voit que ça a utilisé les mêmes protocoles. Pardon. On a une autre adresse ici qu'on ne connaissait pas, on la met un peu de côté. On va voir cette autre adresse-là. Et là, intéressant, cette adresse-là, qui apparemment n'est pas flag par Arkham, parce qu'il faut savoir que Arkham flag énormément d'adresses. Ils mettent des entités ici, donc là c'est quelque chose de privé, donc techniquement, en plus on voit que le top du portefeuille était à 1000 dollars. On peut se douter que c'est pas un truc de protocole ou que c'est pas un portefeuille utilisé par tout le monde. Et là on a 49 pages d'adresses différentes. Alors, est-ce que c'est une adresse privée de quelqu'un? Il a peut-être acheté un NFT à un moment. Là on voit qu'il a envoyé des sols. On peut aller voir la transaction hein, sur Solscan directement. On saura, c'est peut-être un achat de token un peu obscur. Là, c'est un transfert. Donc, par exemple, là, on peut se dire qu'un transfert, on voit qu'il n'y a pas de swap. Il n'a pas utilisé les sols pour acheter un token quelconque. C'est vraiment un transfert de fonds pur vers cette adresse-là. Je ne sais pas ce qu'il a fait là-dessus. Voyant le nombre d'adresses, il y a plusieurs théories qu'on peut se dire. Potentiellement, par exemple, il y avait, c'était quand ces trucs-là? C'était il y a 3 mois. Est-ce que c'était une private sale ou vous savez les trucs qu'on voit sur Twitter là où vous envoyez des fonds et vous êtes censé recevoir des tokens, des levées de fonds sur Twitter là? Parce que là quand on voit effectivement 49 pages avec 10 adresses à chaque fois, on est sur 490 adresses différentes. Donc il y a du pump fun, mais il y a quand même beaucoup d'adresses privées. Il n'y a pas de deposit. Et dans les inflows, on a, euh, on n'a pas beaucoup d'inflows, donc potentiellement. Et donc c'est là que toute l'analyse on-chain enfin, prend son sens et devient compliquée. C'est que sur l'analyse de projets particuliers ou enfin, de hacks particuliers ou même de projets, euh, qu'est-ce que vont être ces adresses-là? Qu'est-ce qu'elles disent? Pourquoi c'est quasiment les mêmes montants? Pourquoi il y a un nombre comme ça d'adresses énorme? Et là, c'est tout un pan de recherche différent sur l'analyse on-chain qui va se mettre en place. Ça, c'est un cas très simple où je connais la personne qui a fait le portefeuille. On l'a fait dans le cadre d'une émission et tout ça. Maintenant, sur un particulier, j'ai ici. Ah, ça s'est barré, super. J'ai ici une trace que j'ai faite cette semaine d'une particulière. Voilà, où là, bon, ça va mettre un peu plus de temps.
à charger, mais vous allez voir ce que ça donne. Donc là, c'est un hack à 200 000 dollars à peu près, qui passe par Tron, uniquement en USDT. Il y a 15 transactions différentes de la victime vers l'arnaqueur qui est ici. Donc la victime a payé directement via BitGet. Donc ici, on a que BitGet aux toilettes qui se met là, que je vais éviter de rajouter parce que ça va rajouter des transactions partout. 15 transactions vers cet arnaqueur-là sachant que je ne suis pas allé au bout. Ici, vous verrez quand il y aura tout, ici, c'est de la ventilation qu'il y a. Sur les 200 000, il y a à peu près 130 000 qui ont été retracés entièrement vers des plateformes d'échange centralisées. Il y a 70 000 qui sont ici, partout là, et qui là sont ventilés d'une façon où préféré dire à la cliente que ça serait très très long de le faire, que je pouvais largement le faire, mais que ça serait très long. On parle de 70 000 qui sont ventilés à coût de 5 000 dollars, et ces 5 000 dollars par transaction sont eux-mêmes ventilés sur 8 à 9 adresses différentes à chaque fois. Je vous laisse faire le calcul, ça fait environ 170 adresses différentes qu'il faudrait retracer. Si les fonds vont directement après sur les échanges. Si c'est redispatché chaque batch sur 9-10 adresses, ça devient juste exponentiel. Et on le voit ici avec la forme de l'arbre, hein, qui devient de plus en plus large. Mais globalement, sur les 130 000 qui, eux, ont été retracés, pour 15 transactions allant de 1000 dollars à 25 000 dollars, j'ai 72 intermédiaires, il me semble. Donc ça vous montre que ça peut être très long, très compliqué. Et là, contrairement au cas d'avant, je ne sais absolument pas qui est derrière. On n'a que pseudonyme, on n'a que les adresses. Tout ce qu'elle pourra faire, c'est avec le dossier que je lui ai fourni, aller voir les forces de l'ordre, qui elles pourront demander. Donc on a du Binance, on a du Kirex aussi, qui est un échange que j'ai découvert sur cette enquête-là. Et on avait aussi par là du BitGet, il me semble. J'ai plus trop le détail. Mais ça vous montre globalement ce que ça peut donner sur un truc très complet. J'en ai d'autres aussi, hein. Euh, Celui-là peut-être. Celui-là est assez simple. C'est aussi un particulier. Enfin, vous voyez, là, vous avez à peu près, sans les untitled, ça c'est quand j'ai lancé mon offre. Donc ça, c'est la première trace que j'ai fait ici. Vous avez tout ça, c'est des batchs différents. Donc là, c'est des trucs très simples. Je les fais par batch en général. Là, vous avez batch 1, batch 2 et batch complet, qui permet de voir en fait ce que ça a donné après, si Arkham veut bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'ai pas le chat sous les yeux. Il me l'a pas. Tac. Chat. Ouais, Voilà. je te transmettrai ouais, effectivement s'il y en a. Ouais, ok, ça marche. Qu'est-ce qu'il me fait là, Cam? Je suis allé super vite. Ouais, super. On va aller là, c'est pas grave. Ah oui, non, bah Arkham est complètement buggé. Si on va sur l'accueil, ça marche. Ouais, c'est bon. Pourquoi il veut pas que j'aille sur le traceur? Ok. Eh ben, il veut pas. C'est super. Je suis bien toujours. Ouais. Je suis toujours connecté. Alors, je sais pas pourquoi il refuse là de me mettre les traces. C'est chiant. Tu sais combien on est sur le live à peu près? On va broder hein, en attendant qu'Arkham veuille bien faire quelque chose. Je peux vous montrer, en attendant qu'il veuille bien, je vais vous montrer quelques applications, peut-être sur des enquêtes que j'ai fait. Est-ce que j'ai accès à mon Milanote là? Ça pourrait être intéressant ça aussi. Donc Milanote, alors ça n'a rien à voir, c'est pas du tout on-chain. C'est une application de prise de notes visuelle que j'utilisais. Ah bah voilà. Que j'utilisais avant de connaître Arkham, avant qu'Arkham sorte. Alors, les analyses passées, je peux vous montrer celle d'M6, je pense. Hop, voilà. Donc ça, c'est ce que peut donner une enquête d'un hack de particulier aussi. Je vais vérifier de temps en temps si Arkham... Bon, Arkham bug toujours, hein, écoute. Ah, voilà, je me disais aussi.
Ok, là ça devrait marcher. Voilà, donc ça c'était avant Arkham, donc chaque carré est une adresse, chaque trait est une transaction avec le PC qui bug. Et je vais pas zoomer si. Avec donc le montant et la date à laquelle les fonds ont été envoyés. Vous avez tout ce côté-là, le côté personne qui a échangé avec Binance et qui a envoyé ça à son trust wallet, puis vers les arnaqueurs, donc avec la bonne séparation des arnaqueurs. Et derrière, en fait, les fonds, comment ils ont transité, vers où ils sont arrivés. Donc là, on avait du Bybit beaucoup. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que ça arrivait sur cette adresse finale ici, qui détenait au moment de l'enquête 2,5 millions, au moment de l'émission 3,3 millions de dollars. Et ça, dites-vous bien que c'était une grosse mafia, hein. Et ça, c'est une personne. Donc ça vous laisse imaginer si on voulait retracer toute une arnaque venant de retracer d'où viennent les 3 millions, par exemple. Si on voulait tout refaire et trouver toutes les victimes, ça prendrait, je pense, quelques mois. Et donc Euh, là, là avec cet outil-là, c'est toi qui t'es obligé de créer tous les ouais, ça c'est. chaque carré, Ouais, d'écrire ça dedans, etc. c'était entièrement à la main. Ouais, j'avais l'explorateur à Ouais, ok. côté. Et bah, en gros, je faisais ça, un nouveau board, je mettais l'adresse dedans. Comme ça prend les 4 premiers caractères sur le truc. Et puis je prenais, je faisais une flèche d'un carré à un autre Ouais, ok. Ouais, pour faire ça. donc hyper fastidieux, quoi. Quand un Ouais, Arkham aujourd'hui, en fait, c'est t'automatise ça. tout ça, quoi. Et là, on a par exemple bah, les trucs simplifiés où là, c'était pour que Julien Courbet comprenne bien ce qui se passait. Mais on a aussi les détails des transactions d'hacker. Donc là, que j'avais pas fini, faut savoir que chaque truc est un board, chaque adresse est un board. Et en fait, quand tu double-cliques dessus, tu arrives sur un nouveau board euh, où tu peux remettre des choses dedans, quoi. J'en avais fait pas mal, j'avais fait celle-ci, donc Hiroshi Crypto. Là, pareil, grâce à News Unchained, donc ça, c'était un mec sur Telegram qui se faisait payer par des projets pour en faire la promotion. Donc c'était à l'époque des shitcoins sur la BNB. Et en fait, je l'ai connu via Plush. Parce que. Non, pas via Plush, via Nextstep. Si y en a qui en avaient entendu parler de Nextstep ou pas. Ouais, bah exactement. Justement, j'allais te parler de Next Step parce que je me rappelle aussi avoir suivi le truc Ouais, et d'avoir vu son nom passer oui. sur Twitter. Exact, ouais. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, quand il y avait eu le drama autour de Nextstep, enfin, un drama qui était d'ailleurs des blagues au départ de gens qui connaissent la crypto qui disent c'est qui ces mecs qui disent qu'ils vont faire de Bitcoin une monnaie en pleine conférence, qui font des conférences hyper chères à Paris et tout, alors que personne les connaît, quoi. Et en fait, moi, j'ai vu ce mec-là, je suis allé un peu sur son Telegram, j'ai vu, il y a aussi deux, trois abonnés qui m'ont envoyé des messages pour me dire, regarde ce mec, moi j'ai perdu de l'argent, machin et tout. Je l'avais mis ici, et donc en fait, je me suis rendu compte, donc il faisait des vidéos YouTube et il mettait les deals sur son channel Telegram, où il y avait quand même 8 000 personnes, hein, donc tu peux faire bouger un cours de shitcoin avec 8 000 personnes, largement. Et en fait, sur ses vidéos YouTube, il avait laissé le nombre de tokens qu'il achetait et tout ça, donc j'avais retrouvé son adresse. Et donc, bah, comme je l'ai mis sur mon thread de debug de ces pubs, j'ai analysé 25 projets sur, je crois qu'il y a que 6 mois, hein. Mars 20 21 novembre 2021, 15 mars 2022. Donc, ouais, on est même pas à 6 mois, quoi. On est à 3 mois. Et en 3 mois, il y avait 25 projets différents. Il y en a 19 qui sont à moins 80%. Et sur les Telegram, il n'y a jamais eu aucune annonce de sortie de projet quand lui vendait, et aucune excuse si le projet était complètement un rug. Donc, et là, tu verras que sur chaque projet, en fait, j'ai mis son entrée au Telegram, donc les différentes transactions de quand c'est qu'il est rentré, quand c'est qu'il a vendu, aucune annonce sur le Telegram. Visiblement un rug, donc là, on voit les différentes adresses des premiers, deuxième, troisième sellers, les top traders et tout ça. Les courbes, donc la charte en 15 minutes avec par exemple ses entrées à lui, donc son achat, la pub sur son Telegram et la sortie définitive du projet. Et en fait, donc j'avais fait un tweet par projet avec le lien mis la note. Donc tu vois, qui est pas ça, par exemple, c'est pas faisable avec Arkham. Arkham, tu n'auras que la trace, t'as pas moyen de mettre plus d'infos que ça. Est-ce qu'il veut bien, est-ce qu'il s'est remis, lui, là? Ah bah voilà. Est-ce que j'ai un batch complet intéressant? Hum. Scandella, il doit être intéressant, je pense. Oui, voilà. Là, on a aussi pas mal d'intermédiaires. Je vais le laisser charger. Il y avait quoi d'autre? Bah là, il y a Plush. Malheureusement, je n'ai plus accès.
On a viré l'accès à ça parce que c'est parti chez Mediapart. Il y avait quoi? Bah, ouais, ça j'ai pas fait trop d'on-chain là-dessus. Euh, les transactions, voilà, donc ça, c'était un projet NFT que Karim Benzema avait fait. Donc on avait des contrats, on savait que c'était vraiment Karim Benzema. On nous a dit derrière qu'il n'était pas au courant, qu'il avait fait un peu en mode je laisse faire des copains. Et en fait, on a clairement appris que il était complètement au courant. Son avocate était au courant. Son avocate m'a bloqué d'ailleurs quand je lui ai posé des questions. Mais voilà, donc l'analyse on-chain vous permet aussi de faire toutes ces choses-là en dehors du fait que sur cet outil-là c'était à la main. D'ailleurs, dans les analyses en cours, je sais pas ce que j'avais on Finance, bah Nextstep par exemple, hein. Je sais pas si j'avais fait des transactions sur Nextstep, smart contract, sites, liens légaux. Je crois pas que j'avais fait de. Non, j'avais pas fait d'on-chain parce que de toute façon, il n'y avait pas grand-chose à voir. J'avais fait i5. i5, c'est une enquête qui a bien marché aussi. Donc là, on a l'analyse on-chain. Donc bah là, pareil, on voit. Ça, c'était pour des NFT aussi. Donc je prends le contrat de Mint. Je vois les fonds qui sont partis du contrat de Mint, vers quelle adresse. Ensuite, où c'est que ça se passe. Donc ça, c'était un soi-disant Gnosis multisig, qui en fait ne nécessitait qu'une seule signature, celle du fondateur. Et derrière, donc on voit que c'est parti sur FTX, puis donc on voit ici quelques paiements, hein, là, le dev par exemple, là le community manager. Et ça, c'est ce que j'appelais du coup le post-arnaque. Donc il y a pas mal de. J'y étais là-bas, je crois. Il y a pas mal d'enquêtes, si vous voulez voir, hein, les différentes enquêtes que j'ai fait, elles sont toutes via ce tweet-là. Je vais peut-être te l'envoyer, Nathan, si tu veux le mettre dans le chat. Ouais, vas-y. Je sais. Ou alors je peux le mettre moi-même dans le chat, j'imagine. Ouais, sinon tu le mets, oui, oui, tu dois pouvoir le mettre dans le chat, ouais. Ah bah là c'est moi, hôte et panéliste. Ah oui, bah je l'ai envoyé à hôte et panéliste, donc tu l'as là normalement je pense. Si vous voulez jeter un coup d'œil, voilà, il y a toutes les enquêtes que j'ai fait ici. Vous pourrez voir différents types d'analyse on-chain, différents contextes d'analyse on-chain aussi. Est-ce qu'il a chargé lui? Bah pas encore, hein. Putain ils sont loin. Voilà, donc là, sur le lien qu'on vous a envoyé et sur ce Milanote là, il y avait beaucoup de projets NFT et donc de traçage de fonds, mais de projets. Notamment, bah tiens, Ballman Project aussi, ça. Alors ça, je l'avais pas fait. Je crois que je l'avais pas fait là, j'avais fini par le faire. Ah si, je l'avais fait là? Ah oui, je l'avais fait là quand même. Bah ça, par exemple, si vous l'avez vu passer, c'était le Ballman Project, donc qui était mis en avant par Stan Wawrinka et Prosper Masquelier. Donc ça, c'est globalement où pareil, où sont partis les fonds du projet. Et j'avais fait une enquête dessus, on avait vu que Stan Wawrinka avait reçu 440 000 dollars du projet, sachant que le projet était en train de mourir sur le Discord à ce moment-là et que les fondateurs ne répondaient pas aux questions des investisseurs. Donc il y a vraiment sur Horizon Chain des différents contextes et différents aspects qui sont importants à prendre en compte. Un projet NFT dont je vais retracer les fonds parce que les investisseurs n'ont pas de, n'ont pas de nouvelles, je vais pas me mettre dans le même état d'esprit que une personne qui s'est fait hacker ou siphonner son wallet et qui veut avoir en perso où vont ses fonds à lui. Surtout qu'en général, les projets, surtout les projets de l'époque, hein, High on parle de 2022, sur la hype des NFT, Ballman, le lancement c'était 2022 aussi. Sur ces projets-là, ils essayent pas trop de se cacher finalement parce que ils sortent des gros fonds d'un coup, ils les dispersent entre les membres de l'équipe ou les différentes entités du projet, et derrière ça va sur des échanges centralisés. C'est en général, comme vous le voyez ici, c'est en général, hop, je l'avais là. C'est en général très rapide comme analyse, hein. Il y a très peu d'adresses différentes, très peu de transactions, même si là, comme ça, on peut se dire il y a énormément d'adresses. Ça n'a rien à voir avec quelque chose comme ça, qui en général sont sur les particuliers. Vous avez dû entendre parler, c'est soit on vous appelle en vous disant que c'est Binance et qu'il y a un problème sur votre compte et qu'il faut absolument envoyer vos fonds sur un trust wallet dont on vous donne la seed en général. Sauf que c'est. D'ailleurs, il faudrait que je me renseigne de comment ils font ça, mais c'est un trust wallet en lecture seule. Et donc, vous n'avez pas accès aux fonds, vous les voyez, mais vous n'y avez pas accès, malgré qu'on vous donne une seed. Et donc, en fait, ça, c'est complètement des mafias qui sont hyper bien organisées. Et donc, bah, là, ça doit quasiment avoir fini. Vous voyez, là, par exemple, on a donc l'arnaqueur ici, premier, premier wallet de l'arnaqueur, qui va vers des wallets ici. Et ensuite, là, vous voyez, c'est même plus gras comme truc. Donc, si je voulais tout décompresser, on serait à des trucs comme ça. Là, on voit, vous voyez.
Là, par exemple, on voit que donc si c'est en blanc, c'est que ça va de la gauche vers la droite. Si c'est en rouge, c'est que ça va de la droite vers la gauche. Et vous voyez qu'il y a énormément de wallets qui reçoivent. Alors, est-ce que je peux choper celui-là? Ça doit être en bas, ça doit être celui-là. Ouais. Celui-là peut-être aussi, non. Alors celui-là, ouais, voilà, celui-là. Donc vous voyez qu'il y a énormément de wallets qui arrivent sur eux-mêmes des wallets qui, on va pas se mentir, putain, qui, on va pas se mentir, sont pardon, des wallets privés, hein, non tagués par Arkham. Faut savoir que les wallets en général qu'on cherche, donc comme je vous disais, les plateformes d'échange centralisées, ils sont tagués, hein, même les deposits sont tagués. Quelque chose d'intéressant, pourquoi je vous dis que c'est intéressant finalement quand ça arrive sur un déposit d'échange centralisé, c'est parce que il y a le côté où effectivement c'est une boîte noire et si c'est pour perdre la trace des fonds, l'utilisez pas, mais je vous donne une petite technique. Vous pouvez très bien envoyer les fonds sur Binance et les ressortir via Binance. C'est-à-dire que on va faire un truc simple. Je vais prendre celle que j'ai faite tout à l'heure là, qui était là, je crois, ou là. Voilà. L'exemple qu'on avait tout à l'heure, vous voyez que les fonds arrivent bien sur BitGet, sur un BitGet Deposit. BitGet, eux, ne vont envoyer que sur le hot wallet de BitGet. Ok. Une fois que ça arrive sur le hot wallet, c'est une boîte noire. Le hot wallet, ça regroupe énormément de fonds, d'énormément de gens différents. Là, par exemple, il y a 200 millions sur le truc. Et si je sais même pas s'il va réussir à calculer les flots, mais vous aurez peut-être 200 000 adresses différentes en sortie comme en entrée. Et en fait, ce qui se passe entre le hot wallet, enfin, ce qui se passe dans le hot wallet, dites-vous que là, c'est la boîte noire de l'échange en question. C'est ce que vous faites sur lui de Binance, par exemple, ou de BitGet. Si vous recevez les fonds sur votre BitGet et que vous les envoyez vers une adresse toute fraîchement créée, bah en fait, moi ce que je vais voir, c'est, prenons cette adresse-là, bon il y a 32 millions, c'est clairement pas lui, mais moi ce que je vais voir, c'est exactement ça. Un dépôt vers BitGet, le hot wallet et cette adresse-là. Ça ne veut pas dire que cette adresse-là connaît cette adresse-là, puisque ici, il y a énormément d'adresses différentes. Ce qui veut dire que, globalement, si je vais sur une adresse que j'estime que c'est peut-être la vôtre, mais qu'elle est neuve et tout ça, ce qu'on va voir, c'est ça. Et là, j'ai aucun moyen, à part si BitGet me le dit ou si BitGet le dit aux forces de l'ordre, je n'ai aucun moyen de savoir à qui appartiennent les fonds qui sont partis aux toilettes. Donc, en tant qu'analyste on-chain, c'est très chiant quand ça arrive sur une échange centralisée pour continuer le traçage des fonds. Cependant, sur une arnaque comme on en voit ici, là, on a envie que ça arrive sur des échanges centralisés. Pourquoi? Parce que les forces de l'ordre peuvent demander qui est derrière l'adresse. Et le truc intéressant que je voulais vous dire, c'est que sur les dépôts, donc c'est-à-dire une adresse est pseudonyme, mais sur les échanges centralisés, une adresse de dépôt n'est pas euh, anonyme. À chaque adresse de dépôt, ça c'est personnel, c'est à vous. C'est l'adresse que vous rentrez dans votre MetaMask, par exemple, lorsque vous voulez envoyer des fonds sur BitGet. Celle-ci, elle est associée à un KYC. Sur les échanges qui demandent des KYC, évidemment. Celle-ci est complètement associée à un KYC. Donc sur le cas d'arnaque comme ici, ça veut dire que l'adresse qui est connectée au deposit Binance qu'on a vu tout à l'heure, ou au deposit HTX qu'on a vu ici, cette adresse-là est connectée à un KYC. Et donc là, les forces de l'ordre peuvent demander. Alors attention, sur des mafias organisées comme ça, en général, on va pas se mentir, c'est très généralement des faux KYC, mais c'est mieux que rien du tout, que plutôt que ça reste sur une adresse on-chain, ou pire que ça parte vers un mixeur. Parce que les mixeurs, c'est un enfer à retracer. Il y en a pour lesquels c'est possible, mais ça ne peut être que des hypothèses qui sont faites, des conjonctures qui sont faites. Il n'y a aucune preuve formelle que ça va être que vous traquez bien la bonne adresse. C'est avec de l'analyse temporelle qu'on fait ça. Mais il y en a certains où c'est juste impossible de retracer pour le moment. Et il y a de plus en plus, d'ailleurs, il y a de plus en plus de protocoles dans la privacy et tout, hein, qui font en sorte qu'on puisse pas retracer les fonds. C'est un débat que moi j'aime bien avoir, qui est intéressant. C'est qu'est-ce qu'on veut comme sécurité par rapport à la transparence, par rapport à l'anonymat. Euh, On est
peut-être pour certains la crypto pour l'argent, peut-être d'autres pour s'émanciper des gouvernements et des banques. Dans ce cas-là, on veut l'anonymité totale et l'opacité des transactions qu'on fait. Et c'est tout à fait normal de le vouloir. Cependant, ça arrive avec le débat de bah faut être prêt à perdre ses fonds, faut être prêt à ce que ce soit plus traçable si on se fait hacker ou siphonner. Où est le juste milieu? C'est pas à moi d'y répondre. En tout cas, pour le moment, le fait qu'il y ait des façons de retracer les fonds, je trouve ça intéressant, notamment parce que la crypto c'est nouveau et que bah, il y a beaucoup de gens qui se font encore arnaquer par des gens malveillants. Derrière, est-ce que je vais gueuler sur un protocole qui rend toute transaction anonyme et qui fait que je peux pas les tracer? Non, je suis venu aussi là un peu pour ça. Donc là, c'est vraiment un débat, si vous voulez en parler dans le chat ou autre, c'est un débat qui est intéressant si vous avez votre avis ou quoi. Ou peut-être même toi, Nathan, si tu as un avis là-dessus. Je pense qu'on pourra Bah, conclure, on pourra conclure là-dessus en plus, comme je tu pense, dis, entre nous. comme tu dis, compliqué, hein, ça rappelle notamment l'arrestation du dev qui était derrière Tornado Cash. C'est sûr que ouais, t'as la balance t'as la balance permanente entre, ben, on veut quelque chose qui est anonyme, où on peut avoir une vraie confidentialité de ce qu'on fait avec nos fonds. Et en même temps, bah, c'est sûr que quand il y a quand il y a des hacks ou quoi, bah là, du coup, c'est difficile de venir dire C'est ah ça. ouais, mais bon, du coup, les mixeurs, c'est quand même emmerdant parce que du coup, on peut pas, du coup, on peut pas tracer les fonds. Donc, ouais, c'est un juste milieu à trouver qui va pas être évident, qui va pas être évident à trouver. Ça, c'est assez clair. Ouais, mon avis sur la question, c'est que bah, enfin, évidemment qu'il y a quand même une utilité à avoir ce genre enfin, la possibilité de faire ce genre d'analyse. C'est quand même intéressant de pouvoir retracer tout ça. Parce que bah, oui, dans le cas de hack, dans le cas d'arnaque, euh, j'allais dire, on peut pas trop en vouloir aux victimes. Alors, il y a les questions de, bon, bah, est-ce que tu as fait, comme tu disais, est-ce que tu as fait ta due diligence avant d'aller mettre de l'argent là-dedans? Est-ce que tu t'es renseigné sur le projet? Voilà, est-ce que tu t'es suffisamment éduqué j'allais dire déjà financièrement dans un premier temps? Ouais, bien sûr. Et puis après, sur la partie crypto, bon, voilà, il y a évidemment ce débat-là, parce que normalement, quand tu t'es intéressé un minimum au sujet et que tu as, eu un minimum d'apprentissage, bon, tu sais qu'il faut se méfier grandement voilà, avant d'investir dans un projet. Je, je voyais là, c'était dernièrement, il y avait le débat sur, ouais, il y a 36 millions de cryptos aujourd'hui, vous vous rendez pas compte, ça va complètement diluer la liquidité, Mhm. etc. Et en fait, en fait, il y a je crois que c'est Yiril notamment qui avait travaillé avec je sais plus quelle boîte pour montrer qu'en fait sur 36 millions de cryptos, tu as 99% de la liquidité qui est concentrée sur 300 projets. Oui, Donc oui, bien sûr. voilà, donc en gros, il y a énormément de trucs très, très dangereux et dont il faut énormément se méfier quand on investit dedans, quand on met de l'argent. Donc voilà, quand on est victime d'un hack, d'une arnaque, bon, il y a forcément ce côté, bah, si vous vous êtes pas suffisamment renseigné avant et que vous avez mis de l'argent là-dedans sans réfléchir, en vous disant, ouais, je vais faire du fois 100, du fois 1000 sans problème, bon, bah, vous avez joué, Ouais, c'est ça. vous avez pris le risque de tomber là-dedans. Après, on va dire qu'il y a la catégorie de hack du style C'est ce que j'allais te dire, ouais. de celui de Bybit Ouais. dernièrement, où là, bah, par contre, là, les très nombreuses victimes qui avaient des wallets enfin, qui avaient des fonds sur Bybit et qui, du coup, ont perdu qui ont perdu leur argent parce que Bybit a été victime de Lazarus. Ouais. Là, c'est différent. Et donc là, dans ces cas-là, c'est quand même intéressant d'avoir des outils et des mécanismes de traçage. Donc, ouais, je pense que
Ouais, compliqué quoi, compliqué parce que bah, quand des gouvernements légifèrent effectivement sur de la lutte contre le blanchiment d'argent, etc., et que ils déterminent que les mixeurs de crypto sont illégaux et qu'on n'a pas le droit de les utiliser et que ça devient une présomption de culpabilité en fait Ouais. de passer par un mixeur. Ouais, voilà, disons que c'est voilà, peut-être cette présomption de culpabilité qui est déclarée, qui là devient problématique. Parce que en soi, effectivement, déterminer qu'un mixeur, euh, c'est quand même un outil qui a des chances d'être utilisé par des arnaqueurs, des Ouais, bien scammers, sûr. avec les fonds qui vont récupérer. Oui, très clairement. Mais du coup, de là à déterminer que n'importe quelle personne qui utilise un mixeur est par définition coupable par défaut et que c'est à lui de prouver qu'il n'est coupable de rien, voilà, là, je pense que à ce niveau-là, on tombe dans une dérive qui est dangereuse, mais on peut pas nier effectivement que bah, les mixeurs, ce soit effectivement problématique quand tu as une arnaque ou un hack et que les hackers s'en servent pour cacher où est-ce qu'ils vont envoyer les Hmm. fonds et qu'on puisse pas les retrouver. Donc, ouais, c'est quelque chose qui va être extrêmement délicat et qui va mettre du temps, je pense, à se dénouer, hein. Je Bon, pense qu'on va mettre du temps à. c'est un des gros sujets qui va arriver en même temps que la régulation en fait, hein. L'anonymité, enfin l'anonymité, n'importe quoi, moi, l'anonymat des transactions, la transparence des transactions ou leur opacité, c'est complètement en fait complètement corrélé à la régulation de chaque pays qu'il y aura, hein. Et d'ailleurs, il y aura forcément des soucis puisque on est sur des réseaux mondiaux, hein, la blockchain ne s'arrête pas aux frontières. Mais si les États-Unis n'ont pas la même régulation en termes de transparence des transactions que l'Europe, ça va forcément créer des conflits quelque part dans la résolution de ce type de problème, hein. Ouais, c'est ça, oui, dans la résolution d'enquête, bah, on a pu en avoir, entre guillemets, un aperçu avec les débats sur la liberté d'expression là, ces derniers mois, où on a clairement vu que voilà, il y avait pas du tout la même posture et la même façon de voir les choses des deux côtés de l'Atlantique. Et que bah oui, ça peut du coup entraîner des problématiques. Mais ouais, c'est sûr que Hmm. ça va pas être facile à résoudre comme question. C'est Ouais, il y a un ultra gros épineux. sujet, il y a un gros sujet là-dessus, ça c'est clair. Voilà. Parce que le fait de pouvoir bah, faire ce qu'on veut de nos fonds voilà, sans être pisté en permanence. Je sais pas si tu as vu que là, l'Union européenne voudrait carrément rendre illégales les, Ouais. les, les blockchains publiques. Oui, oui, je l'ai vu Euh, passer, c'est sorti aujourd'hui là, alors l'article, enfin les Ouais, c'est différents articles assez, qui ont euh, sorti. c'est, c'est, a- c'est assez récent, mais bon, voilà, là, pareil, on commence à tomber dans des dérives qui sont dangereuses, là, pour le coup. Qui sont Mais, c'est complètement totalitaire, hein. ouais, voilà, on peut le dire. Mais par contre, oui, c'est vrai que on peut pas nier on peut pas nier qu'un mixeur soit un outil pour des hackers ou des Ouais. scammers pour planquer les fonds. Je voulais te demander, c'est quoi le plus gros montant pour lequel tu as eu à investiguer? Alors ça dépend parce que enfin quand tu regardes en une fois, j'imagine. Ouais, voilà, disons en une fois, effectivement, Bah ouais. en fait sur l'enquête Plush, globalement, en fait ils ont vendu que 2% de la supply, mais les NFT étaient tellement chers qu'il y a 1,3 million qui sont partis du projet. Derrière, en termes de personnes, de particuliers, c'est un couple. Je les ai eus en différé en plus. C'est une entreprise avec laquelle je travaille qui m'a envoyé leur client. Et je les ai eus en différé. J'ai eu la première personne qui avait perdu 800 000. Et on m'a dit, ah, au fait, il y a sa femme aussi. Et la femme, c'était 1,2 million, donc il y a 2 millions, 2 millions sur le couple. Ça, je pense que c'est le plus gros que j'ai retracé. C'était pas le plus compliqué. Je l'avais mis sur Twitter quand j'avais commencé à faire montrer pas mal de traceurs de ce que je faisais. En fait, le montant ne fait pas forcément la complexité du traçage. Loin Ok, de là, même, des fois. ok, Alors, effectivement, les mecs vont pas s'embêter pour 15 000, ils vont pas s'embêter à faire 40 000 transferts ou autre.
Par contre, tu vois, le 800 000 et 1,2 million étaient nettement plus facile que le 200 000 que j'ai fait, que j'ai montré là avant, quoi. Où là, t'as 70 000. Les 130 premiers 1000, déjà, c'était long. Tu vois, quand tu arrives à 80 adresses, enfin, entre 70 et 80 adresses intermédiaires différentes, déjà c'est long, parce que le rapport, faut le faire aussi derrière. Et quand j'ai vu que les 70 000 restants, c'était en fait 3 batchs, c'est-à-dire il y avait 3 transactions qui arrivaient sur l'adresse de l'arnaqueur, puis ça sortait, puis 3 transactions qui arrivaient, puis ça sortait, je me suis dit, bon, bah si c'est pareil, ça va être. Je vais rajouter une vingtaine d'adresses intermédiaires, et puis voilà. Et en fait, non, l'adresse vers laquelle ça partait, bah, il y avait ouais, pour 30 000 prendre 37 000, il y avait 9 adresses différentes à coût de 1000 ou de 1000 jusqu'à 20 000. Et en fait, tu as 9 transactions différentes vers 9 adresses différentes. Et là, j'ai directement vu ce que ça allait donner. Je suis allé voir une adresse, ça redispatchait en 5 ou 6 adresses. Et là, j'ai directement dit à la cliente, bah, si vous voulez, je le fais. Par contre, ça va être nettement plus long. Je pense que si j'avais tout retracé, j'en avais pour encore 2 semaines de taf à peu près. Et je lui ai dit, bah, soit on va au bout, soit je vous montre ce que le réseau peut donner, c'est-à-dire sur le traceur, je mets quelques adresses pour montrer la complexité du réseau, et je dis que les adresses principales sont les 9 ou les 10 que j'ai trouvés, et que derrière elles ventilent. Et derrière, si on trouve ne serait-ce qu'un déposit connecté à ces adresses-là, eh ben on dit que c'est un déposit qui est connecté au réseau, et que dans ce cas-là, on va chercher direct là-bas, quoi. Ça, c'est au choix du client. Si le client veut que j'aille vraiment au bout, je vais au bout, mais faut qu'il sache que c'est vraiment plus long, quoi. Et pourtant, on était sur 200 000, alors ce qui est une somme, hein, mais on n'est pas sur 1 million ou autre. Et là, ouais, j'ai retracé 90 adresses différentes, quelque chose comme ça. Ok. Et en termes de complexité, du coup, le plus compliqué, on va dire, que tu eu, ça représentait quel, Le plus compliqué en termes où j'ai réussi à aller au bout, ou le plus compliqué où là j'ai dit je peux pas retracer. ouais, que t'aies vu, on va dire, ouais, voilà, c'est que Le, le le plus plus compliqué que t'aies vu. compliqué, le plus compliqué, c'est alors il y a une des victimes que j'accompagne en perso, c'était avant que je lance mes offres, donc elle pour le coup n'avait même pas payé, je l'avais aidé, c'était un follower. Là c'était assez compliqué parce qu'il y avait des bridges et des swaps en bridgeant, mais ça se retrouve parce que maintenant la plupart des bridges ont leur propre explorer, donc il suffit de mettre la transaction et ça nous donne l'adresse sur laquelle ça arrive et la blockchain sur laquelle ça arrive. Mais si on fait pas gaffe, on peut vite s'y perdre aussi. Par contre, le plus compliqué, c'est les mixeurs, hein, et notamment Fixed Float, qui est un enfer sur Terre. À retracer. Sur certains pans de Fixed Float, pardon, l'analyse temporelle n'est même pas possible. C'est-à-dire qu'ils ont sur Ethereum, ils ont un pan sur Ethereum où en fait tu as un smart contract par montant. C'est-à-dire que tu as un smart contract où tu peux envoyer que un ETH et tu peux retirer que un ETH. Tu as un smart contract où c'est 10 ETH, un smart contract où c'est 100 ETH. Et en fait, bah, comme c'est un ETH par un ETH, par exemple, sur ce smart contract-là, bah, tu peux pas faire ton analyse temporelle, parce que si toi, ta victime, elle a perdu 12 ETH, et ben, il va peut-être envoyer sur le 10 puis 2 fois sur le 1, et en fait, retrouver une adresse en commun qui, elle, aura reçu 12 ETH, bah non, t'as une adresse qui va recevoir un ETH et un ETH, et une adresse qui va recevoir 10. Et en fait, l'analyse temporelle se fait énormément sur le montant que tu retrouves. Sur Tornado, ce que faisait Zach, c'est globalement, il doit prendre peut-être les 100 transactions, ou peut-être l'heure ou les 2 heures qui passent, et derrière, il augmente son échelle au fur et à mesure, mais il regarde les montants qui sont similaires et voir si l'adresse a été créée pour recevoir ce montant-là. Et en général, tu peux deviner que potentiellement c'est la même personne, et via cette hypothèse, tu prends ce truc-là, tu regardes à quel exchange il est connecté, et si, par exemple, il est connecté avec l'adresse d'avant, là, tu en déduis que c'est la même personne. Le problème, c'est que sur Fixed Float, avec un montant fixe comme ça, bah en fait, si c'est pas le même montant, tu peux pas décemment dire de façon factuelle que c'est la même personne. Puisque tu vois, toi, 12 ETH qui partent vers Fixed Float, mais comme ça agit, bah, comme les boîtes noires que j'expliquais tout à l'heure, c'est le principe du mixeur, c'est que ça regroupe les fonds de tout le monde, bah tu peux pas dire, ah bah tiens, sur la dernière heure, ou alors faudrait vraiment analyser chaque transaction, vu que t'as que des trucs à un ETH, bah déjà, si tu fais ça sur 2 heures, t'auras peut-être 250 ou 300 adresses qui sortent un ETH de Fixed Float de ce contrat-là, précis. Donc en fait, il faudrait analyser chaque adresse, voir si elle est connectée à une adresse en commun avec l'adresse que tu avais avant. C'est infaisable. Ou alors, il faudrait un outil automatique qui check est-ce qu'il y a un lien entre l'adresse de dépositrice et l'adresse réceptrice, quoi. Ouais, ok. Ouais, donc dans ces cas-là, tu es sur de l'hypothèse, quoi. Alors que tu as des. Enfin, dans des.
pour les autres cas, enfin, est-ce que, tiens, d'ailleurs, est-ce que t'es sur quelque chose de l'ordre du certain ou tu es toujours dans une forme d'hypothétique plus ou moins importante? Alors quand ça arrive sur des échanges centralisés, les déposits que je t'ai dit, là c'est certain. C'est-à-dire, alors, certain. Il y a une nuance quand même à bien mettre, c'est qu'il y a plusieurs façons de tracer, il y a plusieurs méthodes. Moi j'utilise, donc les deux plus utilisés sont le LIFO et le FIFO, donc Last Input, First Output, ou le First Input, First Output. Globalement, pour le faire simple, c'est, si je reprends par exemple notre compte qui était très facile, là il reçoit 0,3 sol par exemple. Imaginons que ça c'est la victime, ça c'est l'arnaqueur. 0,3 sol, bah, je vais prendre. Donc ça les fonds de notre victime. Donc c'est le premier entrant. Et derrière, je vais prendre le premier sortant qui contient les fonds de la victime. Bon, là, il n'y en a pas, donc j'aurais pris par exemple le 0,25. Mais la nuance doit être faite, quand tu dis certitude ou pas, c'est que très généralement, sur mes rapports, j'ai le tableau de conclusion avec les différentes adresses finales, donc notamment les déposits. Et en général, en fait, c'est de l'ordre de 5, 6, 7, 10 fois le montant volé par la victime. Pourquoi? Parce que les adresses regroupent les fonds de différentes victimes. Et donc, effectivement, l'adresse de déposit ne reçoit pas les 10 000 que la victime a perdu. Elle reçoit peut-être 100 000, 100 000, 150 000, 200 000. Mais je sais que les fonds de la victime sont dedans. Puisque justement, j'utilise le first out, enfin le first in, first out, qui dit que l'adresse de l'arnaqueur reçoit 1000, je prends la première transaction sortante qui contient 1000. C'est-à-dire, j'évite au maximum de séparer. Donc, comme je te dis, si là, il n'y a que 25, ou qu'il y a, par exemple, il n'y a que 3 transactions, il y a 2 fois 500 pour 1000, bah évidemment, je vais aller voir les 2 fois 500. Par contre, si j'ai un truc où il y a 4000 transactions, là, je vais pas m'amuser à prendre les premières transactions qu'il y a juste derrière. Je vais prendre la première transaction qui détient entièrement les fonds de la victime. Donc, de toute façon, comme c'est fongible, on peut pas dire que c'est avec certitude les fonds de la victime. Mais s'ils sont dans cette transaction-là et qui vont jusqu'à ce déposit-là, je sais que les fonds de la victime y sont et que ces adresses-là sont connectées, donc font partie du réseau. C'est là qu'il y a la certitude incertitude. Mais de toute façon, si tu as une adresse de déposit, et notamment Binance en plus qui est régulé en France, techniquement ils sont obligés de donner le KYC aux forces de l'ordre si elles le demandent. Et donc là, tu as une Euh, certitude. alors, bah, justement, sur les forces de l'ordre, est-ce que tu as des nouvelles de ce que donnent les enquêtes par la suite quand tu remets des rapports qui nécessitent après d'aller voir les forces de l'ordre? Est-ce que tu sais, est-ce que tu as une idée en fait si ça aboutit ou pas? Alors, sur les rapports que j'ai faits pour les entreprises privées, qui, elles, ont des clients qui se sont fait siphonner, moi, j'ai pas la suite du truc. Je suis un prestataire pour eux. Je leur fournis juste mon rapport et derrière, ils en font ce qu'ils veulent. Par contre, la personne que j'ai aidée, là, justement, gratuitement, qui était un follower et tout, lui, je l'ai accompagné dans le process. Donc, notamment eu des discussions avec Akli Lecoq du ministère de l'Intérieur et tout pour savoir les démarches afin qu'il soit pris au sérieux et tout ça. Donc, lui, il avait perdu 280 000. Et on l'a accompagné là-dedans. Et bon, bah, pour le moment, il a toujours pas récupéré les fonds, hein, ça, c'est très compliqué. Par contre, les forces de l'ordre ont trouvé les cas, enfin, les KYC ont été remis. Et il y a deux mandats d'arrêt internationaux qui ont été émis là. Donc, les Ok, fonds ne sont pas encore récupérés, mais ça avance. mais Petit à ouais, petit, ouais, mais ça voilà, avance. il y a eu une identification, donc Ouais, voilà, donc déjà il y a un visage à mettre derrière des adresses, quoi. c'est ça. Et il y a surtout un mandat d'arrêt qui a été émis. Donc, c'est-à-dire que les gens sont recherchés. Et donc, bah, moi, c'est ce que je dis quand on me demande si ça a une utilité, les rapports que je fais, hein, avant de payer, les clients demandent, c'est tout à fait normal. Je leur dis, hein, je suis plutôt transparent là-dessus, c'est que c'est très compliqué de récupérer les fonds, on va pas se mentir. Et il n'y a pas de pourcentage moyen de récupération de fonds. Chaque cas est différent. Par contre, que ce soit 10% de chance, 20% de chance, 80% de chance, c'est mieux que zéro en faisant rien. C'est-à-dire que moi, mon rapport, par exemple, est payant. Par contre, aller déposer une plainte, c'est gratuit. Ouais, Donc, ouais, bien sûr. si derrière tu es prêt à payer le rapport, tu seras pris au sérieux par les forces de l'ordre. Et là, en général, j'accompagne la victime, c'est-à-dire que je leur dis qu'il faut aller en gendarmerie, demander un agent formé FinTech absolument. Il y en a un par région minimum, donc potentiellement, il faut se déplacer. Mais j'accompagne là-dessus, et c'est marqué dans les rapports de toute façon. Et derrière, bah, la plainte, elle est gratuite. Donc, si tu as de quoi payer le rapport, et mes prix sont pas si élevés que ça pour le travail qu'il y a derrière. Si t'as de quoi payer le rapport, pourquoi tu le ferais pas en fait? Et pareil, je suis toujours à peu près honnête envers les gens, c'est-à-dire que si quelqu'un me contacte et il a perdu 3 ou 4 000, bah non, je vais pas lui faire payer un rapport pour 3 ou 4 000 et les forces de l'ordre de toute façon ne bougeront pas pour 3 ou 4 000. En général, moi je commence à dire oui aux alentours de 15-20 000. Si c'est
assez simple à faire aussi. Parce que si on tombe sur un cas où c'est 15 000 de volée et que l'analyse prend 6 heures ou 7 heures, et que le rapport en prend 5 à rédiger, et que c'est très compliqué et que même les forces de l'ordre vont avoir du mal à comprendre, bah, pour 15 000, pareil, ça vaut pas le coup. Par contre, si c'est un truc très simple où je vois direct, bon bah les 15 000 ils sont partis sur Binance en 4 transactions, bon bah je te fais le rapport et puis tu l'envoies aux forces de l'ordre, quoi. Ok, ouais. Oui, logique, oui, effectivement. Il faut, il y a un rapport à faire entre le temps passé et puis ce qu'il y a à C'est ça. récupérer, Et, et ce qu'il y a et, à récupérer voilà, au bout. et ce que les forces de l'ordre mettront en place pour récupérer aussi, parce que eux, ça leur coûte de l'argent de mettre en place des enquêtes, des trucs comme ça. Ils vont pas mettre en jeu 20 000 euros d'enquêteurs, de traçage, de contacts par mail, de machin, pour retracer 10 000, quoi. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et alors, ben justement, enfin, quel montant aujourd'hui tu es parvenu à retracer voilà, en cumulant tout ce que En, tu as fait jusque-là? en tout cumulé, c'est pas encore, j'ai pas mis mon Twitter à jour depuis un petit moment, mais en tout cumulé, je dois être au-dessus des 10 millions, je pense. En tout touche, peut-être même à 20 millions, je sais pas. Faudrait que je recalcule en vrai, mais en fait, il y a énormément, tu vois, t'as 200 000 par là, 800 000, déjà le couple en question, t'as 2 millions. Si je prends Plush, techniquement, les fonds, ils sont retracés, hein, ils ont été chez Kraken, donc là, tu rajoutes 1,3 million. Si je prends tout ce que je faisais avant en non payé et ce que je fais maintenant dans mon métier vraiment, ouais, je pense qu'on est entre 15 et 20 millions, je dirais. Ok, ouais, donc assez massif quand même. Et On est encore loin des plusieurs milliards de Zach, mais petit à ouais, petit. bien sûr, bien sûr. Mais bon, ouais, c'est déjà une somme quand même. Ah oui, oui, bien sûr. Ouais. Ah bah, Et si j'étais payé au pourcentage, je peux te dire. Ouais. ah oui, bah oui, effectivement. Euh, et, et alors, au niveau de la demande, euh, est-ce que c'est des services qui sont très demandés parce qu'il y a, voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font, qui se font arnaquer, ou est-ce que finalement bah, les gens ne Alors, savent pas forcément que ce genre de service existe? je pense qu'il y a plus de ça. En fait, j'ai lancé mon site, moi, là, en janvier. J'ai eu des demandes par mail directement. J'ai encore beaucoup de demandes sur Twitter, en DM direct, où là, soit je reviens vers le site, soit je dis directement, bah, donne-moi l'adresse, je jette un coup d'œil en diagonale, voir quel type de rapport est le mieux adapté. Mais je pense que les gens sont pas au courant, et surtout dans la crypto, se disent encore qu'il n'y a rien à faire. Et donc, même s'ils sont au courant de ce truc-là, ils vont se dire, ah ouais, non, mais de toute façon, je récupérerai pas mes fonds, donc ça sert à rien d'aller plus loin. Et comme je te disais, selon le montant, effectivement, il y a des moments où ça sert à rien, hein. Moi, j'ai eu même des mails, hein, des gens qui sont passés par le site qui m'ont dit j'ai perdu 2000 balles. Ah, désolé quoi. Là, pour Ouais, 2000, on va rien faire. Même moi, je ferais pas payer un rapport à 400 euros pour 2000 de perdu, quoi. Ça n'a pas de sens. Par contre, quelqu'un qui vient me voir en mode, là, j'ai un client qui a perdu, avec les prix d'aujourd'hui, c'est quasiment 400 000. Mais c'était il y a un an et demi. Et au départ, il me dit, ouais, mais ça fait un an et demi. Je fais, c'est pas grave ça. De toute façon, tout est marqué sur la blockchain. Donc si on trouve des gens derrière et que vous pouvez aller porter plainte ou au moins trouver quelqu'un, un coupable, et derrière lancer des procédures, que ça fasse un an et demi, je connais pas la prescription sur les cryptos, mais si c'est comme du vol, on est largement loin de la prescription finalement. Donc, et lui m'a contacté en me disant, bah au départ, je me disais que ça servait à rien, sauf que bah, il a vu quelques interviews de moi, il a vu, puis là, il est passé un peu au-dessus de ça parce que ça l'a beaucoup miné quand il a perdu ces trucs-là. Et il s'est dit, bon, bah, je suis un peu passé au-dessus, je vais me bouger, je vais faire quelque chose, quoi. ouais, bah après oui, bah, 400 000, oui, là par contre ça commence à faire Ah bah, une sacrée somme, ouais. ça Mm. commence à faire une sacrée somme, ouais. Alors, j'ai une question. Ouais. Euh, Pouvez-vous parler de Monero, Zcash et Dash comme discrétion licite? Voilà, voilà, la validité, validité slash intérêt pour des projets. Voilà, je te le mets comme c'est mentionné, Euh, mais Alors, discrétion licite, j'avoue, je vois pas trop ce qu'il veut dire par cette expression-là. Par contre, bah, Monero, Zcash et Dash. Alors, Zcash et Dash, je connais très très peu. Je l'ai jamais utilisé et j'en ai pas beaucoup entendu parler. Monero, forcément, j'en ai beaucoup entendu parler. Je l'ai utilisé moi-même un petit peu, mais j'ai eu aucun rapport ni aucun traçage utilisant Monero, ni Zcash, ni Dash. Et ce serait d'ailleurs quelque chose hmm, de très intéressant de moi me faire des transactions moi-même pour voir à quel point c'est traçable ou non. Parce que si ça arrive un jour qu'on me demande sur un gros truc et que je fais un devis,
ben, ça m'embêterait d'un point de vue éthique de faire un devis sur quelque chose qui n'est pas traçable, par exemple. Et je crois que, Euh, je crois que dernièrement, là, il y a eu il y a eu un cas de, je crois, d'utilisation de Monero. Je crois que c'était pour ça dans le cadre dans le cadre d'un hack, enfin, si je me trompe pas. C'était là récemment, là, j'en avais entendu parler parce que du coup, ça a fait pumper le, Ah, le, je l'ai vu, ça me dit un le cours du truc. Monero, ouais. Oui, ben c'est pas les hackers de Bybit justement qui ont vendu, enfin, qui ont acheté, enfin, qui ont swappé du coup entre guillemets en XMR et que du coup ça a fait pump le prix. Il a pris, c'est pas un truc, il y a pas si longtemps, il a pris 125% ou un truc comme ça dans la journée. Le Monero, je sais plus. Ouais, c'est ça, c'est assez récent. Mais alors, du coup, Ouais, j'ai un doute sur le lien ouais, ouais. Non, non, mais avec je sais plus, Bybit. il me semblait, mais je dis peut-être n'importe quoi, hein, mais Ah, je je suis sais très plus, peu sur, faudrait. je suis très peu sur les news en ce moment, mais Parce que je crois que c'était, il me semble que c'est trop, ouais, trop récent pour avoir un lien avec Bybit. Je sais pas, je vais essayer de peut-être. retrouver, mais voilà, j'ai entendu, j'ai vu là dernièrement il s'était passé un truc qui Hmm. avait provoqué un gros pump du cours, parce que oui, justement, il y avait eu des conversions en XMR. Ouais, 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 Mais ouais, ça me dit effectivement, un truc, je l'ai vu passer aussi, je sais plus dans quel cadre, mais effectivement, je l'ai vu passer. Mais du coup, bah, pour finir sur la question, alors discrétion ici, j'ai pas trop compris, j'avoue. Par contre, oui, bah, tout ce qui est, en bah, fait, sur tout le ce qui est. fait que sur le fait que c'est des cryptos, c'est des cryptos anonymes a priori et pas pseudonymes. Ah Enfin, oui, j'imagine que c'est ça qui, oui, voilà, c'est ça. Lionel me confirme, il parle de confidentialité accrue. alors, Euh, en fait, c'est le débat qu'on avait tout à l'heure, finalement, quoi. C'est-à-dire que, effectivement, il y a de la confidentialité qui est accrue, et je pense que c'est important de nos jours d'avoir cette confidentialité-là, surtout par rapport à pourquoi on a abordé les cryptos en premier lieu, ou en second lieu, on va dire. Cependant, bah, ouais, c'est le débat qu'on avait tout à l'heure, c'est jusqu'où on va dans cette confidentialité pour permettre derrière aux arnaqueurs ou aux non-arnaqueurs, en fait, tout va se faire sur l'utilisation que l'homme en fait, quoi. Et l'homme au sens large du terme, j'entends. Quelle utilisation va en être faite de cette confidentialité accrue? Tu peux tuer quelqu'un avec une petite cuillère, tu vois ce que je veux dire? Euh, oui, bien sûr. Bah oui, oui. pour moi, c'est nécessaire d'avoir cette confidentialité-là, mais il y a un juste milieu à trouver entre aller chercher les arnaqueurs ou pas, et, bah, qu'est-ce qu'on en fait, ou dans ce cas-là, il faut passer par l'éducation, éduquer les gens pour qu'il n'y ait plus ce genre d'arnaque, par exemple. Et dans ce cas-là, bon, bah, l'utilisation de XMR aura de l'illicite beaucoup moins que maintenant, et encore, je sais même pas s'il y a vraiment énormément d'illicites utilisés sur XMR, mais du côté licite de la chose et confidentialité accrue, bah effectivement, XMR, c'est, je pense, un indispensable. Si on enlève le côté illicite de la chose, je pense que, et comme je dis, je connais pas Dash chez Zcash, mais c'est quelque chose qui est pour moi fondamental dans les libertés individuelles, de pouvoir cacher ce qu'on fait aux yeux notamment des entités autoritaires, je dirais. Oui, oui, bien sûr. Ouais, donc après, la question, c'est peut-être le comparatif avec un mixeur, quoi. Oui, c'est ça. Entre passer par un mixeur et passer par une crypto comme Monero, bon, voilà, bah, quelles sont C'est les ça. différences en termes de, oui, en termes de confidentialité, en termes de difficulté à tracer derrière. Euh, donc, bah, effectivement, oui, faudrait faire le test. Il y a une dernière, il y a une dernière question, c'est de savoir est-ce que tu es sur Telegram, donc, enfin, globalement, Euh, je pense, voilà, où est-ce qu'on peut te alors, suivre et être en contact avec toi? globalement, alors sur Telegram, techniquement vous pouvez m'ajouter, mais j'y suis très peu. C'est vraiment pour les gens. Je parle avec les gens de l'écosystème, bah, par exemple pour définir ça. J'avais parlé pas mal avec Bilal avant qu'on soit par mail, via Telegram, parce que la plupart des gens sont sur Telegram sur la crypto. Mais je l'utilise très peu. J'utilise vraiment pour des discussions privées. J'ai pas de channel Telegram ou de trucs de news comme peut avoir Zach par exemple. Et j'ai pas de YouTube, j'ai pas Twitch. Enfin, j'ai un Twitch parce que j'avais fait un live sur Ballman justement, mais je suis jamais en live, c'était vraiment pour répondre à des questions et tout sur un événement particulier. Mais globalement sur Twitter, hein. Je suis que sur Twitter, et même en ce moment c'est assez calme, on va dire. Je me concentre un petit peu sur
Bah tiens, je te le remets dans haut tes panélistes, même s'il y avait déjà le truc. Ouais, je suis que sur Twitter, tu vois, même mon nombre d'abonnés, il a pas bougé depuis genre 6 mois, je crois, un truc comme ça. Mais globalement, Twitter, c'est là où vous pouvez me contacter, et même les DM, je regarde assez souvent, parce que malheureusement, via Twitter, ça tombe souvent dans les spams, quand la personne n'a pas trop d'abonnés, ou qu'il te suit pas, ou autre. Mais je fais assez souvent le tri dans mes DM, donc si vous avez des demandes, il y a mes DM, et sinon, il y a mon site web pour mes offres, si vous... et je n'espère pas, mais si vous avez été victime d'arnaque ou de hack, vous avez mon site web ici. Je te les ai mis dans le chat Yes, directement. impeccable. Voilà, voilà. Globalement, vous pouvez me contacter. Twitter est ici. Sachant qu'ici, si vous faites une demande, ça arrive directement dans mes mails. Voilà. Parfait. Eh ben écoute, c'est bien noté. Je récupère les liens pour pouvoir les Ouais, fournir avec le replay. Tac, tac, tac. Eh ben écoute, je pense on a fait un bon tour là. Merci beaucoup à toi d'être venu nous parler de tout ça. C'était très intéressant de voir un peu l'envers du décor, hein, finalement. ouais, c'est ça. Donc, Mettre les mains ben, dans le cambouis. ouais, exactement. Voilà, c'est exactement ça là, avec, avec ce que tu nous as montré. Donc, bah, on continue à te suivre sur Twitter, hein. Ouais. Tu continues à faire des choses un petit peu comme un peu en mode Bubble Maps, Alors, ou très pas peu, du je te dis, tout. C'est-à-dire, en ce moment. Alors, les trucs comme Bubble Maps, non, non, j'ai arrêté avec eux. Mais oui, mais il y a des petites choses qui arrivent. Je suis en train d'enclencher quelques partenariats, en fait, via mes ok, offres. J'ai notamment discuté avec Bilal ce matin. Et ouais, je vais mettre des choses en place. Et en fait, je vais essayer, parce que là, j'étais un peu à me concentrer sur mon perso, on va dire. Et le but, ce serait de trouver un petit format sympa pour parler d'analyse on-chain, mais il faut encore que je définisse ça de façon claire et précise, afin de faire un petit compte, de remettre un peu de contenu sur Twitter. Voilà. Et sur potentiellement d'autres plateformes comme des médias ou autres. ça marche. Eh ben écoute, merci beaucoup Thomas. Bah, merci à vous pour Euh, l'invitation. Bonne soirée à tout le monde. Le replay sera évidemment disponible sur notre chaîne YouTube notamment. Et donc, bah, écoute, à une prochaine fois peut-être, hein, Ouais, Thomas, avec avec plaisir grand plaisir. pour reparler de tout ça. Avec grand plaisir. Merci à toi. Bonne Bonne soirée soirée. à Ciao. tous. Au revoir.